Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 4 du parcours climat scolaire et bien-être à l'école, module qui est consacré à l'expression des émotions et à la confiance en soi pour s'accepter. Je suis Marine Pierrat, je suis médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de Livry-Gargan et aussi professeure documentaliste en collège. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Carole. Bonjour à tous et bienvenue. Donc Carole Bergadieu, médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de l'Essonne dans le 91. Donc, comme nous l'avons dit, ce webinaire est le quatrième des 8 modules consacrés au bien-être à l'école. Après donc la visualisation, la respiration et les 5 sens, donc la pleine conscience, nous attaquons sur l'expression des émotions et la confiance en soi pour s'accepter et faire que les élèves s'acceptent. Donc nous allons dérouler un petit peu de théorie pour ancrer les apprentissages et ensuite aborder plusieurs ateliers de pratique et surtout des partages d'expériences que nous avons pu mener en classe, Carole ou moi, avec nos élèves. Donc pour cette présentation théorique, je me suis référée à Catherine Guéguen, qui est pédiatre et qui s'attache à rendre accessible au plus grand nombre d'éducateurs les avancées faites dans le domaine des neurosciences affectives et sociales. Donc, un petit rappel, le mot émotion vient du latin emovere, qui signifie ébranler, mettre en mouvement. Donc, une émotion est une réaction biologique à un élément extérieur. On ne peut pas la contrôler. Elle émerge dans le corps sans volonté consciente. Elle produit en nous des réactions physiologiques selon l'émotion ressentie. Ça peut être des sensations de nœuds à la gorge, au ventre, des sensations de chaleur, des sudations, des contractions musculaires, etc. Donc notre corps, à ce moment-là, s'adapte à une situation perçue par notre cerveau comme étant menaçante pour notre équilibre. Donc elles nous sont essentielles pour notre survie et pour notre bien-être. Et en cela, elles nous informent sur un besoin profond, pas satisfait lorsque nous éprouvons une émotion désagréable. Elles nous disent par exemple, attention, cela ne correspond pas avec ce que j'ai envie de vivre. Ou à l'inverse, lorsque l'émotion est agréable, elle nous permet de faire des choix et qui nous correspondent et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, et on recherche avant tout de toute façon le plaisir et le bien-être, et ça nous donne ainsi un élan. Donc en cela, elles sont vraiment un guide quand on sait les écouter. Les émotions donc sont la connaissance et la conscience de soi. Il n'y a pas de jugement moral, elles sont ni bien ni mal, elles nous aident à mieux vivre. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, Catherine Guéguen, pédiatre, explique que les neurosciences affectives et sociales, donc ce sont des sciences qui sont très récentes, elles datent du début du XXIe siècle, et elles étudient le mécanisme du cerveau régissant les émotions et les sentiments. Donc, les chercheurs ont découvert que toutes les relations que l'enfant peut avoir agissent sur le cerveau dans sa globalité, c'est-à-dire dans le cerveau à la fois cognitif, mais aussi dans le cerveau affectif. Donc, l'apprentissage est optimal quand on est dans une émotion agréable, détendu, confiant, calme. Et à l'inverse, quand on est stressé, une émotion de peur, de colère ou de tristesse coupe les circuits neuronaux dans la partie du cortex préfrontal du cerveau, et donc les neurones et les circuits ne peuvent pas se créer. Donc le cortex préfrontal, c'est celui qui est situé en avant du cortex, au-dessus des yeux. C'est la partie de notre cerveau qui sert à réfléchir, à raisonner, à créer, à imaginer, à résoudre des problèmes, mais aussi à planifier, à réguler nos émotions, à avoir conscience de soi et être en empathique. Donc c'est voilà, c'est tout cet ensemble.
Donc, les chercheurs ont montré que chez le jeune enfant, cette partie n'est pas du tout mature. Et ils estiment que la maturité émotionnelle arrive à l'âge de 25 ans, en moyenne. Hein. D'où les petits qui ont vraiment des vraies tempêtes émotionnelles. Hein. C'est alors le cerveau archaïque et émotionnel, donc la partie limbique, qui domine et qui réagissent automatiquement. Donc, les recherches montrent également que cette partie du cortex préfrontal évolue après l'âge de 5-7 ans, mais en fonction de la capacité de l'entourage à être empathique. C'est-à-dire que plus l'entourage va être empathique, plus le cerveau, le cortex préfrontal va se développer. Donc, les enfants qui parlent de leurs émotions ont un développement beaucoup plus important de leur cerveau. Donc, reconnaître et exprimer son émotion, c'est la première étape vers l'apaisement. Exprimer ses émotions est très bénéfique car cela apaise notre cerveau émotionnel. Et si les émotions ne sont pas exprimées, cela peut affecter notre cerveau cognitif. Alors, par exemple, dans le domaine de l'attention, de la mémorisation et de la motivation aussi. Donc, pour un développement optimal du cerveau, les enfants ont besoin de relations empathiques, soutenantes, encourageantes et aimantes. Donc, les premières activités que nous allons vous proposer ont pour objectif d'identifier, reconnaître et exprimer son émotion, de les réguler, d'apprendre donc à se connaître et par le coup aussi connaître l'autre, et de développer l'empathie. Donc, nous allons vous proposer d'écouter dans un premier temps un retour d'expérience d'une collègue qui a mis en place des activités favorisant l'expression des émotions. Puis, je vous proposerai une variante de cette activité que j'ai mis en œuvre avec des élèves de cycle 3 en rituel le matin. Alors, le travail des émotions, c'est complètement partie prenante dans les apprentissages. Surtout que nous travaillons en REP+, on a des enfants qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions et à gérer leurs émotions. Donc, je commence toujours systématiquement le travail des émotions avec mes élèves de CP en étudiant un album qui s'appelle Le temps des émotions, qui fait le parallèle entre la météo, en fait, et ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc, les enfants rentrent directement dans l'album et ils comprennent très rapidement où on veut en venir. Et grâce à ça, ils commencent petit à petit à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Tous les matins, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'aller mettre leur prénom en face de la météo qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est toujours représenté par les images de l'album, en fait. Et en dessous, il y a le nom de l'émotion. Parallèlement à ça, j'ai mis en place dans ma classe ce que j'appelle un cahier de bien-être dans lequel les élèves peuvent écrire ce qu'ils ressentent. Donc, ils recherchent des situations dans lesquelles ils se sentent bien, ils sont tristes, ils ressentent de la colère, de la joie, de la peur. Et parallèlement à ça, on essaye aussi de voir comment notre corps réagit vis-à-vis des émotions. Qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, quand on est heureux, quand on est triste, quand on est fâché. Et en mettant des mots là-dessus ou des images là-dessus, ça permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions et d'être beaucoup plus sereins pour apprendre ensuite. Donc, la météo intérieure est une activité là, qui vous a été présentée sous forme d'affiches où les enfants viennent accrocher leur prénom pour dire dans quel état émotionnel ils sont, en utilisant la métaphore de la météo. On peut également dessiner cette météo, on peut la verbaliser, on peut aussi utiliser des gestes avec le pouce levé vers le haut, baissé vers le bas ou à l'horizontale. Moi, je vous propose donc cette activité en le faisant en se positionnant corporellement dans l'espace. Donc, c'est-à-dire que nous proposons donc aux élèves d'imaginer une ligne droite sur le sol. Donc, à une extrémité que l'on donne, il y a un magnifique soleil, le ciel est bleu,
tout est beau. Et à l'autre extrémité de la ligne, le temps est à l'orage. Il y a même des éclairs et beaucoup de vent et de la pluie. Donc la consigne, ça va être, nous allons prendre 3 respirations, observer et ressentir les sensations corporelles que nous avons en ce moment et sentir ce qui se passe en nous en fermant les yeux. Puis, nous irons nous placer donc sur la ligne de la météo en fonction de notre météo intérieure. Donc, est-ce que à l'intérieur, maintenant, c'est plutôt ensoleillé? Il y a de la joie, de la félicité, du contentement? Ou est-ce que c'est plutôt nuageux? Il y a de la tristesse, du découragement, peut-être de l'épuisement. Est-ce que c'est plutôt la tempête, avec une colère, de l'agacement, de l'énervement? Ou alors, est-ce que c'est un petit peu le brouillard, la peur, l'hésitation, le doute? Voilà, donc en fonction de ça, on se place sur la ligne. Et une fois qu'on est alors sur la ligne ou à peu près dans le secteur qui correspond à la météo, eh bien, on respire à nouveau 3 fois, lentement, et pour bien ressentir et accepter cette émotion à ce moment. Et puis, on prend la mesure des autres élèves. Où se trouvent-ils sur la ligne de la météo pour ainsi avoir un aperçu de l'état émotionnel des copains et puis l'enseignant aussi d'avoir un retour sur l'état émotionnel du groupe classe. Voilà, et donc si tu veux bien mettre la diapo suivante avec tout dessus, merci. Donc cette activité, elle permet d'identifier, d'exprimer son émotion du moment, d'enrichir éventuellement le vocabulaire des émotions, parce que lorsqu'on fait le feedback, on peut demander aux élèves de préciser l'émotion, de la verbaliser, de trouver le mot qui correspond donc à cette météo intérieure. Et puis, l'ensemble, de percevoir l'ensemble et de prendre conscience que les autres aussi sont dans une émotion qui est peut-être différente, qui est peut-être la même, mais enfin, en tous les cas, que tout le monde a des émotions, même l'enseignant que j'encourage à participer à cette activité, eh bien, ça permet de développer l'empathie. Donc, voilà, donc comment faire? Alors, moi, je fais parfois précéder donc l'activité d'un réveil corporel, c'est-à-dire que on va donc on va réveiller son corps en faisant bouger lentement chaque partie de notre corps en partant de la tête et on va soit l'étirer, soit étirer ces parties, soit les masser, soit les frotter ou les tapoter. Chacun y va comme il le souhaite, choisit l'action qu'il souhaite faire pour réveiller son corps. Et puis ensuite, je propose la ligne de la météo intérieure. Ou alors, on peut aussi, pour faire découvrir un petit peu ce qu'est une émotion, pour vraiment la faire ressentir, commencer par la ligne de la météo intérieure à ce moment-là, faire le réveil corporel après, et puis à nouveau s'interroger dans quelle émotion on est et se repositionner sur la ligne. Et peut-être que là, on va prendre conscience que notre émotion a évolué. Voilà. Donc, j'encourage les enseignants à participer, puisque ça permet aussi aux élèves de se rendre compte dans quel état émotionnel et puis d'avoir un petit peu d'empathie pour l'enseignant également. Donc, une autre découverte parmi les recherches, c'est l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Elle déclenche la sécrétion de dopamine, d'endorphine et de sérotonine. L'ocytocine agit entre autres sur la motivation et sur le plan cérébral. Elle développe le volume et la maturation générale du cerveau, donc notamment les aires préfrontales dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont liées à la concentration et au raisonnement, à la mémoire et au contrôle des émotions.
L'ocytocine favorise aussi les connexions entre les neurones. Elle les renforce et elle permet d'en produire de nouvelles. Donc, l'ocytocine est sécrétée lorsque nous avons des interactions harmonieuses, lorsque nous sommes dans une ambiance chaleureuse, lorsque nous avons des conversations agréables, des plaisirs partagés, des regards bienveillants, lorsque nous exprimons de la gratitude. D'où l'importance d'être nous-mêmes enseignants, à l'écoute de nous, dans une attitude bienveillante, donc pas de jugement, et de pouvoir tenir des discours plutôt factuels et encourageants envers nous-mêmes, mais aussi envers les élèves. Et je vais laisser la parole à Marine, qui va vous proposer 3 activités mais qui vont permettre de produire de l'ocytocine. Donc, deuxième partie, comment susciter des pensées positives pour s'accepter, comment permettre aux élèves de susciter leurs pensées positives pour s'accepter. Donc, comment activer ces mécanismes réflexes de pensée positive, comment entrer finalement dans un cercle vertueux, prendre conscience de ses possibilités propres, nous en tant qu'adultes, en tant qu'êtres humains, mais aussi faire prendre conscience aux élèves de leurs possibilités. Donc, on va travailler sur plusieurs axes sur l'enrichissement du vocabulaire et l'action d'un vocabulaire positif, et puis aussi sur la mise en place de temps, d'outils, d'espaces qui vont permettre de travailler ces pensées positives. Alors, le premier outil que j'utilise finalement assez régulièrement, voire tout le temps dans ma pratique d'enseignante, c'est ce vocabulaire que j'adapte et que j'essaie d'adapter même dans mon quotidien. C'est travailler finalement en bienveillance et en empathie, en transformant son vocabulaire et en étant honnête dans les paroles que l'on exprime. Par exemple, dire à l'élève, à son conjoint, sa conjointe, « j'ai confiance en tes capacités » ou « tu es capable, tu as les ressources en toi pour réussir ». Aller vraiment chercher le positif chez la personne. Le deuxième point, c'est aussi le travail sans jugement, être plutôt dans l'observation, ce que disait Carole tout à l'heure. Pourquoi pas utiliser le jeu? Là, on va se rapprocher de ce qu'on appelle la communication non violente, la CNV, où on est vraiment dans l'observation de la situation, puis dans le sentiment que l'on a soi par rapport à l'action. Ça, vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien d'enseignant ou d'être humain. Par exemple, si vous avez un coin lecture, un CDI dans votre école, au lieu de dire « je suis pas contente, le coin des livres est un véritable chaos », vous pouvez transformer votre phrase en disant « je me sens vraiment triste quand notre coin lecture n'est pas propre ni rangé ». On est vraiment dans l'observation ou dans le sentiment profond, personnel. Ou alors, au lieu de râler pour dire « je ne comprends pas, ce DVD par terre, c'est n'importe quoi, ça coûte cher, vous devez en prendre soin », être plutôt là dans l'observation et dans les faits. Les DVD ne fonctionnent plus s'ils sont rayés au sale. Et finalement, laisser l'enfant, laisser le binôme, le partenaire, seul juge de la situation et qu'il fasse lui-même des liens, ça concourt aussi à l'autonomie. Donc vraiment adapter son vocabulaire pour travailler différemment. Et le troisième point, c'est le travail sur des phrases positives, que ce soit dans notre vie personnelle ou par rapport aux élèves. On emploie souvent des termes négatifs et on ne voit souvent que le négatif et on insiste souvent sur le négatif, tout comme dans le remplissage des bulletins scolaires, souvent. Donc, être amené à travailler ces phrases, à reformuler et à les transformer, à travailler ces phrases de manière positive ne peut être que bénéfique. Quand l'élève ou quand soi, on se dit « je ne sais pas », se dire « je ne sais pas encore ». Relever aussi quand l'élève dit « de toute façon, je ne comprends jamais rien ». Non, tu comprends des choses, à toi de les exprimer différemment, de voir jusqu'où tu as compris et on travaillera sur ce que tu n'as pas compris. Ou alors, si j'y arrive, non, quand j'y arriverai, forcément, à un moment donné, on va y arriver. Quand on fait du surf, qu'on monte pour la première fois sur un surf ou sur des skis, on n'y arrive pas, c'est normal. Donc, quand vous y arriverez, pas forcément en tant que champion de surf ou de ski, mais quand vous arriverez à tenir sur des skis, et ben ça sera déjà plus sympa. Donc voilà, changer son vocabulaire
pour penser positif. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité que vous pouvez mettre en place chez vous ou dans votre classe, ce sont les affiches de pensée positive. Donc, elles sont destinées à l'ensemble du groupe, à l'ensemble des visiteurs, à l'ensemble de ceux qui voient ces affiches. Elles permettent de renvoyer finalement à ces ressources personnelles. Je vous ai mis quelques exemples du type ici on a le droit de se tromper, mes erreurs sont la preuve que j'essaie, tout le monde sait quelque chose, personne ne sait tout. Et puis il y a cette affiche que j'aime beaucoup. Alors certes, elle peut être prise comme quelque chose d'assez agressif puisqu'on est sur de l'impératif, debout et accroche un sourire, aujourd'hui est ton jour, cherche, pense, essaie, échoue, essaie encore. Moi je le vois plutôt comme des leitmotivs. L'impératif permet justement de motiver les élèves, sois actif, apprends, échange, collabore, observe, sois créatif, communique, inspire, crée, impressionne, innove, crois en toi, bouscule, finis ce que tu commences, vois grand, sois précis, améliore tes idées, répands-les, expérimente, deviens curieux, reste concentré, vise loin, relève le défi. Et ça peut être des pensées très positives et très motivantes à mettre dans sa classe. Donc là, je l'ai trouvé sur Internet, il y en a plein de la sorte. C'est la deuxième activité. Troisième activité, un peu dans le même style, mais là, ça va être des phrases positives à piocher ou à créer qui vont être presque individualisées. Donc, ces phrases positives qu'on peut appeler mantra. Alors, à l'origine, un mantra, c'est une formule sacrée. C'est associé aux religieux, c'est une formule qui est associée à un pouvoir spirituel. Maintenant, on emploie surtout le terme mantra comme une formule qui est porteuse d'une énergie positive et qui va nous forcer à ancrer notre caractère dans cette formule, vers cette formule. Donc, vous pouvez proposer à vos élèves des petites phrases pour positiver, des petites phrases pour prendre confiance en soi. Et moi, je l'ai expérimenté de deux manières. La première par des petites cartes que vous pouvez faire créer à vos élèves, notamment sur informatique, avec des petits logiciels de mise en page, type Canva par exemple, et les plastifier ensuite. Donc des petites cartes de pensée positive. Donc ici, celle que vous avez à l'écran, je suis réceptive aux belles surprises qui vont se produire aujourd'hui. Vous avez aussi des citations, par exemple celle d'Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Des petites phrases de relaxation du type inspire, expire 3 fois, profondément, calmement, bonne journée. Des phrases comme choisis un petit bonheur vécu depuis ce matin, profites-en. Des mantras comme j'ai la puissance pour accomplir tout ce que je dois faire aujourd'hui. Et des phrases plus personnelles. Juste un petit mot pour te dire que tu es belle ce matin. Donc ça, ce sont des cartes que j'avais créées pour des amis, mais vous pouvez totalement les faire à vos élèves, les faire écrire en français, ça permet de travailler la langue française, les faire ensuite taper sur ordinateur, ça permet de travailler des compétences numériques et de travailler PIX, les éditer, ça peut être un très beau cadeau de fête des mères, de fête des pères, une sorte de calendrier de l'Avent de Noël où tous les matins on pioche une petite pensée positive. En tout cas, voilà, ça laisse de belles perspectives. Ça, c'était le premier outil. Et puis le deuxième outil, c'est ce petit bocal de pensée positive, un bocal même pour penser les bobos du cœur, où les enfants piochent, quand ils en ont besoin, pour penser leurs bobos, des petites phrases du type « je crois en moi »,« j'ai le droit de me tromper »,« je suis unique », etc., etc. Et ça marche plutôt bien. Donc, elles sont en autonomie dans le CDI et les élèves peuvent même ajouter leurs pensées positives à destination de leurs camarades. Et ce, de manière anonyme. Ça, c'était le troisième outil. Et puis, le dernier outil, c'est travailler finalement l'expression des points positifs chez soi ou chez l'autre. C'est très compliqué de verbaliser ou de faire verbaliser des points positifs. Mais néanmoins, c'est nécessaire. Ça peut être fait en face à face, en binôme,
ou alors en groupe, en classe entière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'avère extrêmement positif pour l'individu et pour le groupe. Je l'ai expérimenté avec une classe de 6e dont j'étais prof principale, une classe qui était vraiment très agitée, les comportements des élèves pas vraiment réglo. Et en fait, je leur ai demandé à un moment donné, pour ceux qui le souhaitaient, de donner un de leurs points positifs. Donc ça a été extrêmement compliqué pour certains. Certains ne trouvaient pas de points positifs, auquel cas on a fait appel aux camarades qui ont forcément trouvé des points du type tu es gentil, tu es une bonne camarade, tu nous prêtes les exercices quand on ne les a pas faits, tu es jolie, j'aime beaucoup tes cheveux, tu as un joli collier, etc. etc. Donc c'était très positif. Et puis sur l'ensemble du groupe, ça a généré quelque chose d'assez incroyable, un groupe qui était finalement plus soudé, qui, étant donné que les individus croyaient davantage finalement en eux-mêmes avec l'expression de toutes les qualités qu'on avait trouvées, et bien finalement le groupe s'est resserré, s'est apaisé. Donc c'était très positif. Néanmoins, il faut aussi s'attendre à des situations inattendues du type des pleurs. Une élève s'est mise à pleurer parce que c'était trop d'ondes positives finalement pour elle, et puis surtout jamais à aucun moment on avait demandé à ces élèves de verbaliser des points positifs. On est plutôt dans une société qui demande à ne pas trop faire de vagues, à ne pas trop exprimer justement les points positifs pour pas avoir les chevilles qui enflent, etc. Et donc là, ça leur a fait beaucoup de bien de poser en toute bienveillance et en toute simplicité finalement leur force et non pas leur faiblesse, alors que on insiste beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur les points négatifs, et on fait beaucoup de remarques sur les points négatifs. On est aussi nous-mêmes très critiques par rapport à nous ou à notre environnement, nos amis, notre famille, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'insister sur des points positifs. Donc voilà les 4 activités que vous pouvez mettre en place pour vous ou avec vos élèves. Alors tout au long de ce webinaire, on aurait aussi pu vous parler de plein d'autres choses en lien avec les émotions. On aurait pu vous parler de gratitude, d'empathie, de confiance en soi, de bienveillance, de CNV, d'éducation positive, de pleine conscience, d'estime de soi, d'écoute active. On a pris certains axes. Ce qui reste de toute façon très important, c'est de se dire que, comme le dit Gandhi, que l'exemple n'est pas un des moyens d'éduquer, c'est le seul, que lorsque l'on fait un travail sur soi déjà et que l'on travaille nous-mêmes avec nos émotions, on ne peut que bien en parler, bien les enseigner et bien faire comprendre à nos élèves l'importance aussi de se connaître. C'était aussi le rôle de ce webinaire, de travailler l'expression des émotions et la confiance en soi pour finalement pouvoir s'accepter et faire que les élèves s'acceptent. Vous verrez, si vous ouvrez une porte, vous allez en trouver plusieurs encore derrière. Donc n'hésitez pas à tirer un fil et à vous laisser emporter par ce vaste monde des émotions. En tout cas, on vous propose ici une partie de notre biblio que vous pourrez retrouver sur notre document Canoprof. On reste à votre disposition pour toute question, tout partage d'expérience. Et puis, on se retrouve le 17 mars à 14h30 ou à 17h30 pour un webinaire consacré aux gestes d'auto-relaxation corporelle pour se détendre aux automassages. À très bientôt sur Réseau Canopé. Au revoir. Au revoir. Merci.